Je ne sais pas comme pour vous, mais moi, j'ai toujours eu cette incertitude à propos de la vie future et passée. Et j'étais sûre que personne peut vraiment me prouver que logiquement que ça existe. Et en fait, ils ont fait. Ils l'ont fait. Et la promesse de cette classe, c'est si vous serez capable de suivre la logique dès le début jusqu'à la fin, avec l'esprit ouvert, à, à la fin de cette classe, vous serez obligé d'admettre que vous avez eu les vies passées et les futures, même si vous ne s'en souvenez pas. Vous allez les voir avec votre troisième œil, avec votre logique. Et pour se souvenir où sommes-nous, nous sommes dans ACI 4 où on essaie de prouver que les trois choses existent à travers notre logique. La première, c'est que quelqu'un peut devenir totalement correct, ce qui veut dire que cette personne, elle va devenir une personne omnisciente, avec le corps qui va jamais mourir, et ça, c'est déjà cool. La preuve d'écran, le nirvana, l'état où vous n'allez plus avoir des afflictions mentales, vous ne serez plus capable d'être triste. Et en anglais, le mot triste, c'est pas le même. Dans les autres mots, ça veut dire triste et en colère en même temps. Je ne sais pas si ça va être possible de traduire de même façon dans les différentes langues. En fait, c'est je ne serai plus triste et plus en colère, hein. C'est le mot upset. Les deux émotions. Vous ne serez plus jamais triste, en colère, désespéré. Vous n'allez plus avoir la peur, hein, avoir la culpabilité, être shame, ça sera plus possible. Et c'est pas parce que vous allez devenir comme un morceau de bois, c'est parce que vous n'allez plus avoir les graines qui peuvent s'ouvrir et avoir cet état de prouver que le bouddhité existe, le nirvana existe et il y a un chemin pour pouvoir atteindre un nirvana et avoir cet état, donc avoir ce corps de lumière et avoir l'esprit omniscient et qui veut aider tous les êtres vivants. Et nos auteurs, souvenez-vous, nous sommes en train d'étudier Pramanavartika de Maître Dharmakirti qui a fait le commentaire sur le travail de Maître Dignaga qui est plus vieux. Et nous faisons les débats avec Maître Dharmakirti, Maître Chandrakirti, les maîtres qui sont d'avant ou d'après, et ils sont en train d'avoir les discussions sur les différentes croyances que les gens ont à travers le temps. Ils essaient de prouver que Tsema Kyebo, quel cas est devenu Tsema Kyebo, la personne qui est totalement correcte. Et nous avons fini hier avec la classe précédente, avec Charvakas, qui sont très similaires avec les scientifiques modernes. Ils disent que je crois, je crois en tout ce que tu dis, sauf je suis d'accord avec le fait que peut-être quelqu'un peut devenir totalement correct parce qu'il est devenu protecteur, hein, qui atteint la félicité, parce qu'ils enseignent la vacuité et parce qu'ils ont atteint la sainte grande compassion.
Sauf, j'ai une seule difficulté avec cela, parce que ça commence avec la grande compassion. Toutes les bontés commencent avec la grande compassion. Et j'ai une seule doute, une toute petite doute. Et toute cette doute, elle va détruire tous les arguments que vous en avez. Vous devez développer cette grande capacité, vous devez la développer pendant très, très longtemps. C'est vraiment très difficile d'obtenir ce niveau de la compassion. Nous comprenons qu'avec le longue période de temps, c'est possible, mais la vie, elle est courte et il n'y a pas d'autre vie. Et alors, il n'y avait pas d'autre vie non plus. Alors, désolé, mais votre esprit, c'est les caractéristiques de votre cerveau. Ça dépend de ton cerveau et c'est le résultat de votre cerveau. Et dans cette classe, nous allons prouver, ça c'est l'une des preuves que peut-être vous allez pouvoir comprendre dès la première fois. Parce que d'autres preuves, ils prennent un peu plus de temps pour les comprendre. Et c'est pas parce que la preuve est incorrecte, c'est parce qu'en fait, nous avons besoin plus de temps de les comprendre et il y a des points blancs dans notre logique. Et spécialement quand vous méditez, vous pouvez avoir l'esprit qui est plus clair et vous allez pouvoir avoir cette connexion. Et ça va être assez étrange que c'était pas possible de prouver auparavant. Faisons sûr que, faisons sûr que vous n'allez pas perdre aucune des graines que vous allez planter pendant cette classe. S'il vous plaît, tout le monde, en incluant tous les traducteurs, s'il vous plaît, fermez vos yeux et pensez, parce que je comprends comment la réalité fonctionne, parce que je comprends que rien ne parvient de rien d'autre que mes graines, ce que ça veut dire, c'est ça la définition de la vacuité. Alors, je dédie toutes les graines que je vais faire, que je vais planter durant cette classe pour être capable de comprendre cette logique, ces preuves et tous les autres preuves dans les cours de ICI et dans les classes et les cours ICI pour devenir cette personne qui est totalement correcte et qui peut aider tous les êtres vivants. Et si vous avez votre enseignant, vous pouvez lui demander la bénédiction de vous bénir pour pouvoir atteindre un autre niveau un suivant niveau de capacité de ces enseignements. Revenez à votre respiration et ouvrez vos yeux. Pourquoi nous voulons prouver que quelqu'un peut devenir Etsem Akebo? Pour le prouver, nous devons prouver à Charvakas ou à scientifique moderne, si vous voulez, que, le cerveau, c'est pas l'esprit, c'est pas le produit de votre cerveau. C'est connecté d'une certaine façon, il y a l'influence, mais c'est pas correct de considérer que, c'est un produit, l'esprit, c'est un produit du cerveau. Et on va commencer. Et ce que Maître Dharmakirti demande, il introduit un concept totalement différent, un totalement nouveau concept qui peut-être n'est pas vraiment relié à ce sujet, cette hypothèse qu'il est faite. En fait, vous pouvez devenir Tsem Akebo, personne qui est totalement correcte, parce que vous en avez plus qu'une seule vie. Et il introduit
un concept complètement différent qui s'appelle la cause matérielle. Qu'est-ce que c'est la cause matérielle? Et ça m'a pris un peu de temps de comprendre la différence entre le cause matérielle et les graines. Et je vous conseille de ne pas aller dans le parallèle entre ces deux. Réfléchissez à travers d'un point de modernes, des scientifiques modernes, comment ils voient les choses, ou ces anciens Charvakas, qui étaient très similaires des scientifiques modernes. Je pense que les Charvakas, c'était les extrémistes, je pense. C'était un groupe extrême en Inde, parce que les Indiens, ils avaient les hindouistes croyances, ils croyaient en vie passée et future, et Charvakas, ils étaient matérialistes parce qu'ils étaient très extrémistes dans l'Inde ancienne. Pas forcément, comment je peux dire ça? Ils n'étaient pas très traditionnels dans le point de vue. Maître Dharmakirti, il introduit quelque chose qui est très connu et vous allez entendre encore et encore. Et ça paraît être compliqué, mais c'est très important. Et vous allez voir, les personnes, parfois, euh, ils connaissent un seul mot en tibétain et c'est ça, c'est Nyerlien Kigu. Et c'est la cause matérielle. Et la définition, c'est le matériau principal ou la matière qui se transforme en résultat. C'est la chose qui bascule dans le résultat. Je viens des sciences, j'ai fait mon PhD, le doctorat quand j'ai eu 27 dans le somatique, psychosomatique et la pédiatrie, et je peux vous confirmer que c'est la même définition que nous avons pour la cause. Dans la science moderne, c'est quelque chose qui bascule dans le résultat. Ça mène toujours au résultat. Il dit que la cause matérielle, c'est quelque chose qui bascule dans le résultat. C'est-à-dire que ça n'existe pas pendant le résultat, ça bascule, ça tourne vers le résultat. C'est comme une graine qui donne un arbre ou l'argile pour un pot, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et c'est totalement différent des facteurs ou les causes qui accompagnent. La graine va toujours donner l'arbre, mais ça a besoin d'autres facteurs. Par exemple, l'eau, la lumière du soleil, l'engrais. Mais sans engrais, vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez mettre de l'eau dans l'engrais, avoir la lumière du soleil. Vous pouvez vraiment mettre tout ça, mais il n'y aura pas en fait le résultat parce que la cause principale, c'était la graine. Et sans cette cause principale, il n'y aura rien qui va basculer dans le résultat. Et ça, c'est vraiment brillamment. C'est très brillant. Et les scientifiques modernes, ils seront d'accord avec ça. Je peux voir qu'il y a une logique dans tout ça. Je peux voir qu'il y a toujours quelque chose qui doit basculer dans le résultat. Et je ne pense pas que nous l'avons dans la présentation, mais en fait, mais gardons en esprit que la cause matérielle, c'est tout d'abord, c'est quelque chose qui doit être similaire. Similaire pour le résultat, par exemple l'argile et le pot d'argile. Il y a une similarité dans le matériel. Ou par exemple, par exemple
c'est le même matériel. En fait, il y a une graine qui va produire l'arbre. Et par exemple, si moi je plante une graine de tomate, mais j'ai un arbre à la place, ça va jamais arriver. Pareil, ça ne peut pas donner le même résultat. Il y a une similitude. Et pour que ce soit la cause matérielle, ça doit être similaire de résultats ce que ça produit. Le deuxième, ça bascule dans le résultat. Et si vous pouvez deviner quand le résultat arrive, ça disparaît. Quand le résultat arrive, parce que la cause matérielle, elle va disparaître. Il n'y aura pas de... Il n'y a plus de l'argile quand c'était utilisé pour faire le pot. Il y a le pot qui fait de l'argile, mais il n'y a plus d'argile lui-même. OK? Et j'aime beaucoup cette preuve parce que c'est tellement facile de comprendre ce concept, la cause matérielle. La cause matérielle, c'est quelque chose de principal qui va tourner en résultat. Et après, il y a les facteurs secondaires qui sont importants, mais ils ne peuvent pas en fait produire les résultats. Elle parlait des glandes et des chaînes, qu'une glande, elle produit la chaîne. Et sans glande, il n'y aura pas de chaîne. En plantant la graine de tomate, on n'aura pas la chaîne. Et je voulais dire que Gedrup J, il a fait un commentaire de ces sujets. Il était très connu. Il n'était pas le logicien le plus connu, c'était Gyaltsab J le plus connu. Et Geshe Michael, une fois, devant moi, il a dit que il était sûr que Ken Rinpoche était, était dans sa vie précédente, dans une de ses vies précédentes, c'était Gyaltsab J. C'est pour ça que il était si brillant, un logicien très brillant, Ken Rinpoche. Kedrup J, vous vous souvenez, Jetson Kap, il y a eu deux disciples principaux qui étaient très brillants, qui étaient les scolaires très brillants. C'était Gyaltsab J et Kedrup J. Principalement, Gyaltsab J, il gardait sa lignée et Kedrup J, il était connu de garder la lignée de enseignement secret, mais ça, c'était les élèves principaux. Kedrup J, il a dit, dans son temps, tous les Tibétains croyaient en la vie passée et précédente. Et aucun d'eux ne pouvait expliquer pourquoi. Ils croyaient, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et quand vous ne savez pas pourquoi vous croyez en ça, ça c'est une superstition. Parce que vous n'avez pas aucune perception correcte, une perception valide. Ça doit être soit une perception directe, soit ça doit être la logique, prouvée par la logique correcte. Et si vous n'avez aucune des deux, vous pouvez vous baser aussi sur les autorités des différentes écritures. Peut-être quelqu'un qui était Tsema Keb, qui est devenu totalement correct. Il a laissé ces écritures pour vous. Vous pouvez vous baser sur leurs mots. Mais si vous ne pouvez pas prouver que cette personne était Tsema Keb, alors vous n'avez aucune base dans vos croyances. Et la difficulté avec les croyances, c'est difficile de combattre les croyances que vous ne savez pas ce que vous n'avez,
que vous ne savez pas que vous avez ces croyances. Et les cultures des croyances, c'est difficile de les mettre en lumière, ces croyances. Je pense que vous êtes dans une position très bien quand vous changez le pays, quand vous êtes exposé à d'autres cultures et vous voyez combien de choses par défaut étaient n'est pas du tout pareil pour les autres personnes. Et ils peuvent avoir une très bonne vie en croyant en choses complètement différentes. Et ça, c'est bien c'est bien demander de vous-même, est-ce que c'est vraiment bien cette croyance? Pourquoi je crois que c'est correct? Et pour nous, les personnes de culture occidentale, indépendamment où vous êtes maintenant, toute la planète, elle est sous l'influence de la culture occidentale et la religion de notre culture, c'est la science. Ça, c'est notre véritable religion. Et malheureusement, dans la science, il y a beaucoup de limitations. Et moi, je peux vous dire, comme une des scientistes, j'ai j'ai travaillé sur ma thèse. Je pensais comment je peux expliquer les résultats que je reçois. Et c'est tellement difficile d'arriver à un point où vous ne pouvez pas expliquer réellement à 100%. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% quand vous observez de ce que vous avez observé. Honnêtement dire, ça, c'est ce que j'ai eu. Et je n'ai aucune information pourquoi. Je peux voir que mon corps physique, s'il est endommagé, il va influencer mon esprit, mais je ne peux pas tenir d'autres conclusions. Je peux voir que quand mon corps mort, je ne peux plus accéder à la personne, plus maintenant à la personne. C'est tout ce que j'ai observé, mais je ne peux pas dire que l'esprit, il n'est plus là, que l'esprit, il est mort avec le corps. Je n'ai aucune preuve pour cela. Rien direct et rien indirect. Et ça, c'était un saut un saut très grand pour moi. C'est assez courageux d'admettre pour un scientifique qu'ils ne savent pas réellement. Continuons. On continue avec Nierlan Kigu. Et ce que nous allons revoir, c'est que Nierlan Kigu, que le premier moment, peut-être pas de la naissance, mais peut-être votre croyance, c'est que dans ces enseignements, nous croyons que un enfant, il est conscient de lui-même quand il rentre en moment de la conception, il est conscient. Quand l'esprit il rentre dans les cellules qui est formée, il est conscient. Et n'importe de quoi votre croyance est le fait qu'au moment de la naissance, ça, il n'y a pas d'importance. Nous voulons prouver ici qu'est-ce qui est la cause de l'esprit au premier moment de cette vie. N'importe ce que vous croyez, quoi qu'il soit, qu'est-ce qui est la cause principale de l'esprit. Et tout d'abord, Maître Dharmakirti, il demande, considérons l'esprit au moment de la naissance, il doit avoir la cause. Et quelqu'un va dire non. Après, ça nous amène à la discussion à propos, et vous serez surpris, à toutes les choses existantes. Nous allons revoir toutes les choses existantes. Où était l'esprit au tout premier moment? Nous devons revoir toutes les choses existantes.
Et nous pouvons exclure, ça c'est une question différente. La question suivante, on va exclure les choses inchangeables parce que l'esprit change et évolue. Toutes les choses existantes doivent avoir la cause parce que parce qu'il change, elle change. Et quelque chose doit mener à cet changement de l'énergie. Et ce changement de l'énergie doit être transmis par leur cause. Ça doit faire par quelque chose d'autre. C'est pour ça que quelque chose changeant doit avoir une cause. C'est pour cela que l'esprit, au moment de naissance, nécessairement doit avoir la cause. Kiamata Kirikpa. L'esprit à la naissance doit avoir la cause. La cause de Matak, Kaye-Born, Matak pas constant, pas changeant, Kirik, c'est à propos de l'esprit. La question suivante. Avant que nous arrivions au débat des preuves elles-mêmes, nous devons revoir toutes les choses qui existent dans l'univers. Et principalement, j'étais choquée quand j'ai entendu que dans l'ordre de prouver que quelque chose comme ça, je dois revoir toutes les choses existantes. Être limité avec quelque chose, c'est pas possible. C'est pas la façon de faire dans notre lignée. C'est très profond parce qu'ils sont tellement, ils sont tellement audacieux qu'ils ont arrivé à toutes les choses existantes. Et je ne pensais jamais que ça va être les choses changeantes et inchangeables. Euh, le, le plus grand des choses que vous allez penser, ça va être les choses changeantes. 99%, 99999, ça c'est de l'univers, ça c'est les choses changeantes. Qu'est-ce qui est les choses inchangeables? C'est quoi la définition d'une chose inchangeable? C'est quelque chose qui ne change pas du tout de moment en moment. Et si vous allez voir autour de vous, vous allez voir votre corps, votre esprit, c'est facile de avoir cette perception que tout change. Vous peut-être ne voyez pas directement les changements subtils, mais vous pouvez les prouver avec votre logique. Je ne vois pas moi-même de vieillir, mais avec le temps, c'est visible. Ou par exemple, je ne peux pas voir visiblement que quelque chose change de moment à moment, mais ça ne veut pas dire que ça ne change pas, parce que nous savons que toutes les choses seront détruites et chaque personne va mourir. Je veux dire les humains. Et disons que une personne ordinaire, un être ordinaire, pas un être qui évoluait. Pourquoi notre esprit ne peut pas être causé par une chose inchangeable? Parce que si une chose inchangeable va causer une chose changeante, ça ça doit perdre l'énergie, ça doit changer. Alors nous ne pouvons plus l'appeler une chose inchangeable. Et ça c'est le changement constant.
La chose inchangeante ne peut pas impacter quelque chose d'autre et rester inchangeante. Et voyons d'autres choses inchangeantes dans le monde. Il y a principalement trois. Tout d'abord, c'est la vacuité. Je peux prendre cette chose changeante et le fait que cette chose ne vient pas d'elle-même, n'a pas nature propre, ça ne change pas. N'importe quoi je vais faire avec cette chose durant toute l'existence de mon téléphone, ça ne va pas, ça ne viendra pas à part de mes graines. Ça se produit, le téléphone est produit par mes graines. Ça, la réalité absolue de cet objet, ça, c'est une chose inchangeante. Considérez mon esprit, ça, c'est changeant il est changeant de moment à moment, mais la vacuité de mon esprit, il ne change jamais. Ça n'a jamais existé, il n'a eu la nature propre. Il ne vient pas de lui-même, ça vient de mes graines qui s'ouvrent. Et je suis consciente de quelque chose, je perçois quelque chose. C'est pareil avec mon corps et c'est pareil avec toutes les choses. La vacuité, c'est une chose qui ne change pas. L'espace vide, c'est le deuxième exemple d'une chose inchangeante. Qu'est-ce que c'est un espace vide? Par exemple, je prends un stylo. Regardez ce stylo et réfléchissez à l'espace qui prend ce stylo. Pas l'espace autour de ce stylo, pas l'espace entre ces deux stylos, mais l'espace que ce stylo occupe. Qu'est-ce qui se passe avec ce stylo si moi je bouge les stylos? Qu'est-ce qui se passe avec l'espace où il était ce stylo? Pouvez-vous voir que votre esprit est en train d'être frustré? Alors, pensez à l'espace qui était occupé quand... qu'est-ce qui se passe à l'espace qu'il était occupé par ce stylo? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se passait? Non, ça n'a pas changé. Ça ne change à aucun moment. C'est comme un système de coordination, c'est pas une chose changeante. Il y a troisième, ça c'est un peu plus compliqué, ça va vous prendre un peu de temps de comprendre pourquoi ça c'est une chose changeante. On ne va pas parler de ça maintenant, ça. La troisième chose, c'est les faits, les réalisations sur le chemin, les cessations de vos afflictions mentales. Ça va être aussi une chose inchangeante. Les cessations de vos émotions négatives. Revenons à notre présentation si jolie. Alors, une chose changeante ne peut pas être produite par une chose inchangeante. Parce que sinon, on va détruire la définition d'une chose inchangeante. Si ça influence quelque chose d'autre, si ça fait un impact sur quelque chose d'autre. Ça va vous prendre un peu de temps et beaucoup de débats pour figurer la relation entre les choses changeantes ou inchangeantes comme c'est la vacuité de la chose changeante et le fait que c'est pas la cause d'une chose changeante. La vacuité, c'est pas la cause d'une chose changeante. Nous n'allons pas parler plus en détail. Souvenez-vous que nous étions dans toutes les choses changeantes, existantes, et nous avons décidé que ça ne peut pas être relié à quelque chose qui est inchangeante. Nous avons
Nous avons refusé cette proposition. Ok, mitakpa, ça c'est les choses changeantes. Ça c'est très connu aussi. Chose changeante dans le tibétain, c'est en fait sans, non, c'est takpa. Takpa non changeante et chose changeante, c'est mi takpa. C'est n'est pas takpa en tibétain, qui produit, quelques erreurs dans les traductions auparavant. Alors, mi takpa, les choses changeantes, ça c'est les deux divisions de choses changeantes. Il y a les choses physiques et mentales. Vous pouvez dire aussi la matière physique et l'esprit. Commençons avec la matière physique. Considérez l'esprit d'un bébé, d'un nouveau-né. Je dois vous dire que quand nous parlons de l'esprit mental, nous parlons de 6 choses. Nous parlons de notre conscience, la conscience des 5 sens. C'est pas c'est pas les organes de sens sensoriels, c'est vraiment la conscience de ces sens. Ça, c'est l'esprit. C'est 6. Ça, c'est mental. Et physique, ça, c'est complètement différent de mental. C'est quelque chose que nous pouvons voir, couper, pousser, diviser, toucher. Ça consiste des atomes, quelque chose qui peut nommer comme physique. Nous ne pensons pas forcément quand on l'appelons, je peux le toucher, ça c'est physique, je peux le voir, c'est physique, etc. Et ça, cette chose physique, nous pouvons les diviser en 2 catégories aussi. Vous pouvez les diviser en plusieurs catégories. Nous avons juste simplifié, ça c'est juste en 2. Ils sont basés, principalement c'est les 2. C'est les matières physiques vivantes, c'est nos organes sensoriels. Et ça, ce n'est pas la même chose que c'est la conscience de nos pouvoirs sensoriels. Ça va, la conscience de nos sens, ça, c'est le mental. Il y a les cellules qui sont sensitives, qui sont la partie de votre organe d'œil. Alors, mes yeux, ma langue, mes tactiles, les récepteurs tactiles, le nez, ça, c'est les matières vivantes. Et tout le monde les a. Peut-être parce que c'est une chose existante, ça c'est une catégorie de choses existantes, c'est une catégorie, sous-catégorie d'une chose de catégorie. Peut-être c'est ça ce qui cause l'esprit au moment de naissance parce que je sais 5 puissances sensorielles. Et peut-être c'est un peu bizarre de réfléchir à ça, mais parce que nous voulons revoir toutes les possibilités, être sûr que nous n'avons rien oublié, alors on va y aller dedans. Et si mon esprit, il parvient de mes organes de sens, les yeux, les parties sensorielles, le nerf de mes percepteurs
percepteur de oreille ou l'œil. C'est pas vrai, ça c'est vraiment, ça peut venir, ces absurdités, est-ce que c'est tous ces organes sensoriels, ils peuvent produire mon esprit parce que ça va contredire la définition de la cause matérielle. Ça peut pas être vraiment la cause qui bascule dans mon esprit parce que tout d'abord, ça doit être similaire. Je ferme mes yeux. Je ne vois rien avec mes yeux, mais avec mon esprit, je dois voir de même façon la clarté de cet objet. Mais ma mémoire, elle n'est pas pareille. La façon que mon mémoire elle voit cet objet, elle n'est pas si claire, pas si brillante. Et ça doit basculer et disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, j'ai mon esprit, je dois utiliser je ne dois plus utiliser mes organes sensoriels. Ou par exemple, quelqu'un a ses 6 organes sensoriels et avec un accident, il a perdu la capacité d'entendre ou de voir, ou avec le temps, avec le vieillissement. J'étais très excitée d'avoir mon nouvel jouet. Ça, c'est parce que je deviens de plus en plus jeune et là, maintenant, j'ai besoin de porter les lunettes. Est-ce que j'ai perdu aussi une partie de mon esprit parce que je vois moins bien? Ça ne fait aucun sens parce que le manque de l'un d'eux ne vous ramène pas le manque de l'esprit. C'est ça, c'est tout. Ça, c'est le plus facile. Ça, c'est évident. Mon esprit ne peut pas venir de mes pouvoirs sensoriels ou des pouvoirs sensoriels de quelqu'un d'autre parce que c'est la même chose. Quoi. Par exemple, si les pouvoirs sensoriels de ma mère, quand elle devient aveugle, je dois aussi devenir. Ça ne fait aucun sens. Après, nous considérons quelque chose d'autre, physique. Là, nous avons prouvé que ni les 5 pouvoirs de sens, ni n'importe quel d'eux ne peut pas devenir la cause matérielle pour l'esprit, pour le premier moment de la naissance. Qui, et là, on va arriver à la matière physique qui est non vivante, qu'on appelle aussi matière physique extérieure. Et ça, c'est un piège dans la langue a changé à travers des siècles et la première fois quand vous les lisez, vous allez vous dire OK, parce qu'il parle ici de éléments, les 4 éléments de corps, c'est quelque chose qui est très vieux, c'est très bizarre. C'est aussi une superstition parce que ils n'ont pas réalisé que, en fait, ce que ça veut dire par ces 4 éléments, ce qui sont Sach, Melun, Sa c'est la terre, Shu c'est l'eau, l'eau, feu et l'air. Et peut-être ça vient de quelque chose d'autre. Quand vous allez apprendre le yoga un peu plus en profondeur, vous allez comprendre comment c'est utile d'avoir ces connaissances parce que ça fait beaucoup de sens. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui est plus compétent que moi à propos de ça parce que je suis un docteur médical, je suis un médecin. J'ai été entraînée dans la médecine occidentale. J'ai reçu
Vous ne pouvez pas percevoir le plus grand entraînement dans ça parce que ça m'a pris 10 ans à peu près. J'ai étudié la psychothérapie, j'ai fait mes thèses sur la médecine psychosomatique. Je ne sais pas comment vous pouvez trouver les personnes plus compétentes de parler de ça. Pas parce que j'ai la fierté, c'est juste le fait que je suis bien placée pour en parler. Et il y a les raisons pourquoi elles ont parlé des qualités de la qualité de la terre, de l'eau, de feu et de vent. Et ça fait beaucoup de sens quand vous pensez au corps physique, à la respiration et au yoga, à la yoga. Mais c'est pas si important aujourd'hui. C'est juste important je veux juste vous dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par cela. La terre, la terre, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de sale en moi. La, s- la saleté, quand il parle de l'eau, c'est pas quelque chose de liquide. Il parle de la qualité de mon corps qui est flexible. Et le feu, c'est à propos de la chaleur dans mon corps. Et l'air, c'est à propos des mouvements dans mon corps. Dans le temps moderne, je pense qu'ils ont appelé ça différemment. Par exemple, ils ont pu considérer les éléments chimiques qui sont dans votre corps. Ou vous pouvez aussi dire que ça, c'est la matière physique qui n'est pas vivante. Contrairement à la matière vivante. Pourquoi nous considérons ces 5 organes sensoriels comme les vivants? Peut-être vous n'avez pas eu cette question, peut-être ça va prendre. Je vais les répondre maintenant, je vais vous répondre tout de suite pour trouver la réponse. Si vous allez penser à propos d'une personne vivante, considérez le premier moment de conscience de cette personne, une seule façon que cette personne peut être consciente et être en contact avec le monde extérieur, c'est à travers ces 5 puissances. Le fait que vous avez les 5 puissances sensorielles, c'est égal à ce que vous êtes vivant. Et je vais vous laisser réfléchir à ce sujet. Nous avons fini avec les matières vivantes physiques et j'ai expliqué Chisuk. Ça veut dire les matières physiques extérieures. Considérons les éléments chimiques à l'extérieur de notre corps. Est-ce qu'ils peuvent causer ou produire l'esprit d'un nouveau-né ou votre esprit au premier moment de votre naissance? Et nous allons dire peut-être c'est une combinaison, c'est tous ces éléments chimiques, ces 4 ou tous les molécules, les atomes ou peut-être un de ces éléments chimiques qui peut produire. Et vous pouvez se dire que c'est un sens, c'est pas vraiment, c'est une absurdité. Pour commencer, l'esprit il est complètement différent de matière physique. La matière physique, je peux toucher, je peux le prendre, je peux le voir, je peux le couper. Et l'esprit, il est invisible, il est invisible et conscient. Il est invisible et conscient. Ça ne paraît pas
comme si c'était une matière physique, pourquoi nous perdons notre temps? Non, nous ne perdons pas le temps avec cette question. Beaucoup de scientifiques, ils pensent que ils peuvent combiner les éléments de telle façon pour produire la vie et ils n'ont jamais réussi. Je me souviens, mon fils, il était plus jeune et j'ai regardé un dessin animé, le alchimiste, à propos de deux frères. Ces deux frères ont perdu leur mère à cause de un expériment d'alchimie. Et ils ont essayé de la faire revenir et l'un d'eux a perdu son corps. C'est pour ça que son esprit il est attaché à une armure de l'autre. Et le deuxième, je ne me souviens plus. Ils ont, ils, ils, ils pleuraient parce qu'ils ont perdu leur mère. Ils ont fait un, un sort, ils ont utilisé un sort pour faire revenir leur mère. Ils ont utilisé les éléments, le sel, tous les combinaisons des éléments chimiques, le l'eau, le fer, pour mettre, ils ont mis tout ça, tous les éléments chimiques ensemble, ils ont mis un sort et cela n'a pas marché. Et le résultat, ils ont dû admettre qu'il n'avait pas de cause, des causes pour que ça se passe, parce qu'il y avait quelque chose, que ça arrivera, parce qu'il y avait quelque chose plus profond. Pourquoi ils ont perdu leur mère, c'était quelque chose plus profond. N'importe quoi vous allez mettre devant vous, vous allez faire un sort et ça va pas marcher parce que c'est évident. L'esprit, ce que vous voulez créer, c'est pas pareil que les éléments chimiques. Il n'avait pas de... On n'a jamais entendu parler que quelqu'un a mis les éléments chimiques, il a créé un esprit. Un seul élément n'a jamais produit l'esprit et la combinaison des éléments chimiques n'ont jamais produit l'esprit. C'est pour ça que nous pouvons refuser cette hypothèse aussi. Nous avons, nous avons prouvé que la matière physique vivante extérieure ne peut pas causer l'esprit. Et le truc, et en fait ici, quand vous allez vous prouver de où parvient votre première maman de votre esprit de naissance, automatiquement, vous allez prouver que vous avez eu les vies passées et futures sans compter, sans limite. Vous allez voir. Alors, la matière extérieure physique finie. Et ça va être aussi relié à ces quatre éléments. Quand je froid, je perds mon esprit, ou si par exemple je déshydraté, je vais perdre mon esprit aussi. Ça, c'est relié à l'histoire des quatre éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'esprit. Et je ne sais pas si vous savez, peut-être vous ne savez pas ou vous avez oublié, les pensées ne sont pas reliées au mental. Et ça m'a pris aussi quelques années pour comprendre pourquoi. La définition de l'esprit, c'est invisible, on peut dire aussi clair et consciente. Et si vous allez prendre une pensée individuelle, c'est juste une pensée, il n'y a pas de conscience.
Vous, vous pouvez avoir la conscience de vos pensées, mais les pensées, une idée dans votre tête, c'est pas conscient, c'est pas mental. Et je vais vous laisser réfléchir, qu'est-ce que c'est dans qu'est-ce que c'est comme le sujet. Et nous pouvons parler de ça dans la session des réponses, questions et réponses. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Peut-être l'esprit aux premières moments de ma vie est causé par l'esprit de quelqu'un d'autre. Supposons, par exemple, de mes parents. Et ça, c'est quelque chose, ce que nous croyons aussi, les deux cellules qui viennent ensemble et peut-être pas l'esprit de nos parents, mais quelque chose comme génétique, ça vient ensemble. C'est comme ça que mon esprit est créé. Et nous pensons peut-être que notre esprit est relié à nos parents. Revoyons la définition de la cause matérielle. Ça doit basculer dans le résultat, donc dans l'esprit du premier moment de naissance. Ça doit être de même matière, similaire, comme la glande et la chaîne. Et ça doit être clair. Est-ce que cela correspond? Prendrons les esprits de nos parents. Est-ce que ça veut dire que nos parents donnent donnent leur qualité à leurs enfants? Non, pas nécessairement. Par exemple, parfois ça paraît que oui, parfois nous ne ressemblons pas à nos parents. Parfois nous faisons ce que faisaient nos parents, parfois non. Par exemple, moi, je suis le premier docteur dans ma famille. Mes parents, ils étaient ingénieurs. Et nous avons eu beaucoup de points de vue différents. Et définitivement, moi, j'ai un caractère complètement différent de mes parents. Pour moi, ça, c'était très visible que j'étais très différente de mes parents. Ok, même si on ne prenons pas ça en question, on peut dire que les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents, mais la cause matérielle doit disparaître. Ok, considérons ça qu'au moment de la naissance, ma mère me donne la naissance, mon esprit il est né et ma mère, elle doit perdre l'esprit au moment de la naissance ou la conception. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, c'est aussi évident, ça, c'est pas la cause. Shenkigyu ou quelqu'un d'autre, par exemple, quand un enfant est né, quelqu'un d'autre perd son esprit pour que cet enfant ait son esprit. Alors, nous ne pouvons pas dire que il y a des reportages, il n'y a pas d'évidence de ça. Alors là, nous avons prouvé que ça ne peut pas parvenir de nos parents. Et honnêtement, c'est débile de penser que ça peut venir d'une autre personne. Peut-être que ça peut venir peut-être de nos parents, mais pas d'autres personnes. Parce que parfois, on peut dire que les enfants, ils ressemblent à leurs enfants, mais penser que ça vient de quelqu'un d'autre, ça, c'est stupide. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? De où notre esprit parvient? Si ça ne parvient pas, si ça ne vient pas de quelque chose qui est physique, parce que l'esprit, il est invisible et quelque chose physique, c'est quelque chose que je peux toucher, diviser, pousser, voir, entendre. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas du tout pareil, c'est pas une chose inchangeante, c'est pas une physique matière, la matière physique, ça peut être que mental. Mental, c'est similaire à mental parce que nous avons refusé tous les autres
possibilité, ça doit être mental. Ça, c'est une seule chose qui est similaire au mental, l'esprit. Et ça ne peut pas venir de nos parents ou d'autres personnes autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qui peut être la cause de, de l'esprit au premier moment de la naissance? Ça doit être le moment précédent de cet esprit. Parce que il y a la cause matérielle pour notre premier moment de l'esprit. Qu'est-ce que ça peut être cette cause? C'est tout. Et pour finir, je voudrais vous montrer encore mon livre le plus aimé, L'esprit. Ça, c'est par un professeur irrésistible esprit de deux professeurs de l'Université de Virginia. Il l'appelle la, la psychologie. Ça, c'est quelque chose d'innovatif pour eux. Et tout le livre irrésistible, irréductible, il veut prouver que, en fait, que le corps ne produit pas l'esprit. Mais quand vous avez eu le lavage du cerveau pendant très longtemps, vous ne pouvez pas avoir ça. Alors, quelque chose de mental ne peut pas venir de matière physique que vous pouvez toucher, voir, sentir. Et Geshe Michael dit que dans son monastère, il était le meilleur de défendre Charvakas, le point de vue de Charvakas, parce que pour lui, pour tous les autres, ils ne veulent pas croire. Et lui, il pouvait parce qu'il est américain. Et le livre, c'est vers une psychologie du XXIe siècle d'Edward Kelly, auteur Emily William Kelly. Je pense que vous pouvez utiliser vraiment votre logique. Le plus vous allez réfléchir à ça, la méditation va pouvoir vous aider, les devoirs aussi. Vous allez pouvoir apprendre ça sur un niveau complètement différent parce qu'il y a une différence entre juste écoutant ou soit utiliser la méditation analytique sur ce sujet. Vous allez avoir les réalisations très profondes si vous allez méditer et si après vous allez faire les débats, débattre à ce sujet. Et nous allons faire la deuxième classe de débat. Vous allez avoir plus de sujets. Alors, fermez vos yeux. Si c'est vrai que vous avez écouté cette classe plus qu'une heure, et tous les graines que nous avons plantés seront très puissants. Ils vont nous aider à les idées les plus profondes de ces enseignements dans l'ordre d'atteindre le point que vous allez vous voir en Tsema Kyabon, la personne avec une perception totalement correcte, qui possède la omniscience et le corps de lumière et automatiquement aide tous les êtres vivants dans, dans un état complètement, dans un état de une félicité totale. Merci à tout le monde. Vous êtes magnifiques. J'essaie d'être le plus lent possible. Merci à toute l'équipe technique.
Merci à Yelena Smirnova qui fait coordination de toutes ces classes d'ACI et toute notre équipe ACI. Merci à nos participants, nos élèves, étudiants qui viennent nous écouter. S'il vous plaît, n'oubliez aucune de ces classes parce que les graines sont très, très chères. Si vous méditez, si vous faites l'éducation, si vous faites les devoirs, si vous faites les méditations, vous allez même avoir les graines plus puissantes qui vont vous ramener aux enseignements encore plus élevés, plus supérieurs. Nous allons faire une pause parce que je vais aller à la montagne de Diamant, Diamond Mountain, en Arizona. Venez, ça va être magnifique. Je vais faire une classe avec une Girls le samedi prochain. Si vous allez en Diamond Mountain, je vais vous voir. La retraite va être magnifique. Et après, nous serons à Paris ou, par exemple, vous voulez venir à Paris, vous pouvez me voir le 23 octobre et Oleg Karaseva, vous allez, va vous dire où il faut aller parce que moi-même, je ne sais pas où ça va être. Et après, nous allons voyager en Inde et nous allons voir nous allons plonger dans la langue tibétaine et les débats durant un mois. Nous sommes intéressés de vivre là-bas pour un mois et ça, c'est vraiment pour une femme de vivre dans un monastère de moines tibétains masculins. Ça, c'est euh, jamais été vu. Peut-être on va aller aussi au Japon, mais je ne savons pas. Je pense que les classes suivantes, soit vont se passer quand on sera en Inde, soit après. Trois, trois de ces classes les plus sexy de cette classe, de cette cours. Merci beaucoup. Restez avec nous. Salut.